Bonjour à tous, bienvenue pour C'est l'heure. C'est l'heure qui aborde aujourd'hui l'un des chantiers de la décennie pour la métropole. On parle du Grand Stade, première partie du match remporté par les Pro Stades jeudi à la communauté urbaine. Jour J-15 avant la signature du contrat entre Lille Métropole, Communauté Urbaine et Eiffage. Objectif, la construction du futur grand stade de la métropole lilloise. Il aime la chanson française. Fen vous donne rendez-vous à la ferme des Hirondelles à Fretin. Et sur le plateau, pour parler du dossier Grand Stade, Gérard Caudron, vous êtes maire de Villeneuve-d'Ascq, c'est là que le stade s'implantera. Et Bruno Bogart, vous êtes président de l'association qui s'appelle Les Dessous de Grand Stade. Et vous êtes depuis le début opposé à cet équipement. On va voir tous les deux tout au long de cette émission plutôt vos réserves quant à cet équipement. Son principe a été voté par les conseillers communautaires jeudi dernier à 67% des voix. Pas la vôtre, hein. Vous vous êtes abstenu, on verra tout à l'heure pourquoi. Et d'abord, pour ceux qui n'auraient pas tout en tête, voici l'équipement en question tel qu'il est prévu aujourd'hui. Le 15 octobre prochain, date limite légale, Martine Aubry, présidente de Lille Métropole Communauté Urbaine, devrait signer avec le groupe Eiffage. Ce dernier ayant été retenu parmi 3 candidats le 1er février dernier pour réaliser le futur grand stade de la métropole lilloise. Le constructeur aura ensuite 45 mois pour réaliser les travaux. Il devrait commencer cet été. Essentiellement implanté à Villeneuve-d'Ascq sur la borne de l'Espoir, ce projet concerne aussi Leuzen et l'Île-et-Lem, notamment pour son accès et son stationnement. Il devrait être l'un des plus beaux, les plus innovants d'Europe de par sa conception. Parmi ses charmes, 50 000 places, multifonctionnelles tant sportivement que culturellement, couvert et possédant une pelouse rétractable. Son montage financier pour l'occasion est original, il s'agit d'un partenariat public-privé. Sur une durée de 31 ans, LMCU versera par an une redevance pouvant atteindre jusqu'à 10,5 millions d'euros, la région 3 millions d'euros, le Conseil général du Nord devrait également s'engager. Quant à l'État, il devrait apporter 48 millions d'euros pour la réalisation des routes permettant de rejoindre le Grand Stade, essentiellement par l'axe sud de Villeneuve-d'Ascq. Début 2009, l'État toujours dira si oui ou non il présente la candidature de la France pour l'Euro 2016 de football. Auquel cas, LMCU attendrait 45 millions d'euros. S'ajoute, côté privé, Eiffage, le LOSC, le propriétaire du futur nom du stade, mais aussi des grands partenaires officiels. Alors Gérard Caudron, vous avez dit à propos de cet équipement une cathédrale pour l'éternité. Vous avez toujours dit que ça vous semblait surdimensionné. Vous êtes toujours sur la même ligne de conduite. Effectivement, le 1er février, j'avais critiqué ce projet en disant qu'il était trop important, trop grande capacité, trop coûteux et mal inséré. C'est vrai que depuis le 1er février, il y a eu des améliorations d'apportée, mais pas suffisamment pour que je change d'avis. Bruno Bogart, surdimensionné, c'est aussi un des axes de votre association. Oui, c'est surtout le coût trop important. Enfin, la dimension trop importante induit un coût et induit également des problèmes d'insertion dans le tissu urbain. Donc c'est presque aussi coûteux que ça ne l'était en février. C'est toujours aussi mal inséré, voire davantage. Et nous sommes toujours contre. Alors cette insertion dans la ville, c'était aussi une des grosses problématiques. Comment on fait pour y arriver ? C'est aussi votre préoccupation actuelle, alimenter, c'est ça qui retient manifestement. C'est toujours ma préoccupation, car imaginons un match un samedi après-midi dans le quartier de l'Hôtel de Ville avec 10-15 000 voitures de plus, on sent bien que ça passe pas. Et ma grosse inquiétude et ma grosse préoccupation depuis le début des débats et maintenant pour les 3 ans à venir, c'est comment les habitants du quartier d'Hôtel de Ville vont pouvoir vivre les soirs de match, comment ils vont être amenés à avoir un stationnement payant parce que l'ensemble des grands commerces vont refermer leurs parkings et les rendre payants. Il y a là quelque chose qu'on a bien sûr évoqué dans le protocole signé avec la communauté urbaine pour une meilleure insertion du stade, mais mes inquiétudes sont loin d'être levées. Alors, pendant la campagne électorale, vous aviez déjà parlé de vos réticences. Lors du vote, vous vous êtes abstenu. Pourquoi ne pas voter contre ? Parce que en février, déjà au nom du même raisonnement que c'était un projet qui pouvait avoir son importance dans l'absolu pour la métropole, mais qu'il était mal ficelé, trop grand, trop coûteux, mal inséré, la décision que j'avais prise à cette époque, c'était de m'abstenir. Comme depuis,
des travaux et des réflexions ont eu lieu qui ont quand même plutôt amélioré les choses, je ne me voyais pas voter contre, c'est-à-dire changer en étant plus dur. Mais je ne me voyais pas non plus voter pour, car pour moi, les améliorations qui ont été apportées ou les promesses qui nous ont été faites ne changent pas les fondamentaux du projet initial. Alors, Bruno Bogart, ça a été voté une première fois en février, le principe, là c'est acté maintenant d'une façon définitive. Qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre pour votre association pour empêcher que ça se fasse? Parce que vous êtes là pour empêcher que ça se fasse, dans ces conditions-là. Alors nous avons posé un certain nombre de questions d'urbanisme qui sont actuellement devant le tribunal administratif, dont nous n'avons toujours pas la réponse. Il faut rappeler que l'urbanisme dépend en tout premier lieu d'un d'un schéma directeur qui définit les grandes orientations sur 15 ans et d'un plan local d'urbanisme qui ne permettait pas la construction d'un stade à cet endroit-là. Donc ce plan local d'urbanisme, LMCU a entrepris de le modifier et nous contestons qu'il soit compatible avec les grandes orientations pour différentes raisons, notamment les transports, l'échelonnement dans le temps, transport sur lesquels il n'y a pas eu d'investissement et le stade qui vient maintenant avant l'investissement en transport. Et d'autre part, on conteste... La priorité des politiques de la communauté urbaine n'est pas respectée. Le schéma directeur définissait bien les choses. Il fallait d'abord investir sur les transports et ensuite envisager éventuellement un grand stade à l'horizon de la fin du schéma directeur. Donc on a fait le contraire. Et ce sont des procédures très longues. Le tribunal administratif, ça peut se terminer au Conseil d'État quand le stade sera construit. On espère que ce sera jugé d'ici la fin 2008 ou début 2009. Ça peut retarder encore et donc coûter un peu plus éventuellement. Je vais pas commenter des instances en cours qui sont du domaine du juridique ou du judiciaire. Ce que je peux dire, c'est que personnellement, je serai très vigilant quand le permis de construire sera déposé sur la régularité du permis de construire. Je n'irai pas m'opposer à un permis de construire si l'ensemble des documents sont réguliers. S'ils ne l'étaient pas, j'aurai des observations à faire. Alors, il y a eu près de 3 heures de débat à la communauté urbaine pour adopter le projet. On revient sur quelques-unes des prises de position sur différents groupes. Évidemment, les socialistes ont voté pour. Devant vous aujourd'hui, chacun sait que j'ai eu des hésitations, comme je dirais chacun d'entre nous. Moi, j'ai aujourd'hui une véritable conviction, après avoir travaillé pendant 3 mois, après avoir entendu des gens plus compétents que moi sur l'aspect technique du stade, sur son aspect, sur sa force. Je crois, mes chers collègues, que nous avons devant nous un magnifique outil, d'abord pour accueillir notre équipe, car c'est pour cela que nous l'avons fait, autrement nous ne l'aurions pas fait, mais aussi un outil de rayonnement et d'attractivité pour notre métropole. Notre groupe, quant à lui, estime qu'il risque, et vous voyez bien, j'admets l'incertitude sur le futur, qu'il risque de nous coûter plus qu'il ne va nous apporter en termes financiers comme en termes de développement durable. Nous restons donc cohérents. Nous souhaitons, Madame la Présidente, que vous nous donniez acte de cette cohérence et pour toutes les raisons que je viens de rappeler longuement, notre groupe votera contre ces délibérations. Je vous remercie pour votre très attentive écoute. Nous souhaitons vous faire savoir que le groupe Métropole Communes Unies s'abstiendra sur cette délibération, ne votera pas contre, s'abstiendra. Parce que nous attendons la confirmation d'un certain nombre d'éléments, comme par exemple le vote des 45 millions d'euros par le Conseil régional. Nous attendons un certain nombre d'assurances. Nous nous abstiendrons. Il serait plus facile pour nous de partager l'enthousiasme. Mais tout en reconnaissant qu'il y a un mieux, nous ne pouvons pas nous associer à ce choix. Nous ne pouvons pas approuver des ajustements, aussi importants soient-ils, alors que nous n'avions pas approuvé le cadre. Nous ne faisions pas partie de ceux qui ont tiré au mois de février. Nous ne pouvons pas assumer aujourd'hui la trajectoire, quel que soit l'effet qui a été donné au ballon. Cette fois encore, nous voterons sans aucune arrière-pensée. Et il y en a tellement eu, chers collègues, dans ce dossier depuis des années. Nous voterons avec la seule force de nos convictions. Nous resterons donc sur notre position du mois de février et les 10 membres du groupe APM s'abstiendront sur toutes les délibérations concernant le stade. Nous voulons souligner les avancées obtenues par LMCU en matière d'intéressement à la réussite du projet, sans rien céder sur la part garantie.
et l'MCU est à présent directement intéressé à la réussite économique du grand stade. Nous souscrivons totalement à cette logique. Vous l'avez compris, Madame la Présidente, mes chers collègues, notre groupe votera cette délibération. Les membres du groupe MPC resteront les premiers de cordée dans ce dossier et ne lâcheront pas en route. Vous pouvez compter sur notre soutien. Nous voterons cette délibération et nous espérons que cet équipement apportera des résultats à l'équipe présidente qu'est le LOSC et que nous serons fiers d'aller soutenir les couleurs du LOSC dans ce grand stade. Merci. Voilà, on va écouter tout de suite derrière les réactions de Martine Aubry qui avait négocié pendant plusieurs mois pour faire baisser le prix du stade. Le coût était très important, 14 millions d'euros par an. Moi, j'ai souhaité faire deux choses. D'abord, m'assurer que le socle des sommes que nous allions recevoir, d'Eiffage et du LOSC, chaque année comme loyer ou comme somme versée à l'occasion des activités menées par Eiffage, soit plus importante. Et nous avons négocié avec l'un et avec l'autre. Et deuxièmement, j'ai souhaité que si ça marchait bien, c'est-à-dire si nous dépassions ce que nous le construisons pour cela, 25 000, 30 000, 40 000 spectateurs, eh bien la communauté urbaine soit intéressée aux résultats. C'est vrai pour le LOSC, c'est vrai pour les manifestations sportives ou culturelles qu'organisera Eiffage. Et dans les deux cas, nous nous sommes mis d'accord sur cela. Enfin, j'ai voulu aussi que le LOSC paye la taxe sur les spectacles que nous devions lui rembourser et que nous répartissions entre la ville de Villeneuve-d'Ascq et la communauté urbaine la taxe foncière et la taxe sur les spectacles pour que chacun y trouve son compte. Voilà. Alors, on l'a vu, déjà, les votes politiques ne correspondent pas aux couleurs politiques. Il n'y a pas de clivage, une majorité ou une opposition, ça traverse toutes les couleurs politiques. Ça veut dire que le dossier a quand même été très sévèrement débattu, y compris en coulisses. En coulisses, peut-être, sûrement, en public aussi. Oui. C'est vrai que les votes ne sont pas passés en termes de limites politiques traditionnelles. Il n'empêche quand même que ceux et celles qui ont émis des réserves fortes sur la capacité, le coût et l'insertion sont quand même plus ceux qui s'inquiètent des répercussions sur la vie quotidienne et sur les autres priorités de Lille Métropole Communauté Urbaine. On a vu quand même le doute de certains socialistes. Martine Aubry le reconnaissait. Certains s'étaient abstenus lors du vote en février, y compris le grand argentier de la communauté. C'est un signe. Aujourd'hui, le vote... ça vous a pas convaincu, vous, pour changer votre vote, cette baisse de la facture de près de 4, voire 5 millions par an, si on est optimiste? Le calcul est composé d'un côté de dépenses certaines et de recettes espérées. Le total des recettes espérées s'est accru entre le 1er février et le 25 septembre. Les chiffres réels, on les aura plus tard, en fonction de la fréquentation du stade. Et de toute manière, je l'ai dit, je ne joue pas les francs-tireurs, mais je n'ai pas trouvé dans les améliorations, si amélioration il y a, matière à changer de position entre le 1er février et le 25 septembre, même si entre-temps, je suis rentré dans l'exécutif communautaire et que je suis vice-président de la communauté urbaine. On vous achète pas, on a dit. On ne m'achète pas, puis je pense que la bonne éthique pour un homme politique d'aujourd'hui, c'est de faire après ce qu'il a dit avant. Bruno Bogart, vous êtes aussi très inquiet, c'est un de vos axes de critique sur le prix du stade. Vous pensez que ces chiffres sont très optimistes? Les chiffres sont très optimistes. On a remarqué le bond faramineux fait sur l'espoir dans le naming qui est passé de 2,3 millions à... Le naming, c'est la vente du nom, de l'utilisation du nom. De 2,3 à 3,8 en l'espace de quelques mois. Donc, soit c'était très sous-évalué en février, soit c'est un peu surévalué maintenant. Et puis, beaucoup des dépenses sont virtuelles, on vient de le dire. Je voudrais donner un exemple qui a été peu souligné. Aujourd'hui, le plan qui est présenté là, c'est un plan au cas où le LOSC reste en Ligue 1. Si le LOSC descend, on prend, si on peut dire, au nom de la communauté urbaine, 4 millions d'euros au bas mot en plus. 67% d'élus représentant les communes et la population qui votent ce stade, c'est quand même une manifestation d'un vote citoyen. Ça vous pose un problème dans votre association ou pas de voir cette majorité confortable pour cet équipement? Non, je pense qu'il y a eu des débats internes au sein d'un certain nombre de groupes, et je pense que les élus n'ont pas tous voté pour
pour ce qu'ils pensent réellement et alors, entendre leurs propos hors micro et hors vote, la tonalité est tout à fait différente. Alors je voudrais quand même revenir sur cette histoire du LOSC, qu'on a quand même affaire à quelque chose dont beaucoup d'entre nous rêveraient, avoir un propriétaire, quand on est locataire, qui vous dit ah mais si vous avez des problèmes, je réduis votre loyer de 80%. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le LOSC. Le LOSC descend en Ligue 2. Le stade, on raisonne à une échelle de 30 ans. Alors moi, je n'ai rien ni pour ni contre le LOSC, mais sur une échelle de 30 ans, la descente en Ligue 2, il est possible qu'elle arrive un certain nombre d'années. Donc, on a un propriétaire qui dit si vous avez des problèmes, mais c'est pas grave, moi, le coût pour le stade, ce que je paye à Eiffage, c'est toujours la même chose. Par contre, vous ne me payez plus que 1 million au lieu de me payer 4,7 millions. Vous êtes assez d'accord avec lui, en fait, sur ces critiques. Je l'ai dit depuis le... Et cette parole citoyenne, elle n'a pas été reprise. Cette parole de raison, elle n'a pas été reprise par les élus. Aussi bien de la part de Rudy Algès que de moi-même dans nos interventions, ou des Verts dans leurs interventions, nous avons, avec des registres et des tonalités un peu propres à chacun, dit les mêmes choses. C'est vrai que c'est un pari sur l'avenir. C'est un pari sur l'avenir entre des choses qui sont certaines et des choses qui sont aléatoires. Et je peux comprendre que Martine Aubry, dans sa fonction de présidente, fasse un pari positif. Je pense qu'elle a compris que nous, en tant qu'élus locaux, nous ayons, confrontés aux difficultés quotidiennes des gens, une appréciation, je dirais, un petit peu plus prudente. Alors, vous êtes sorti de cette négociation, puisqu'il y a une négociation depuis le mois de février, comme un formidable négociateur. On ne connaissait pas votre vote, on se demandait si vous alliez le changer. Après votre abstention, allez-vous voter d'une façon positive? Donc vous avez négocié en préambule au vote. Il y a tout un préambule sur la rénovation de Villeneuve-d'Ascq qui est liée à la construction de ce stade. Donc vous êtes quand même très très fort parce que sans soutenir le projet, vous allez faire financer par la communauté urbaine en partie une rénovation du centre-ville, du quartier de Pont-de-Bois, dont on peut voir les images, et dans les conférences de presse qu'ont donné les opposants au stade, c'est tout pour Villeneuve-d'Ascq. J'ai même entendu dire chapeau Caudron, tout pour lui. Donc, écoutez, que vous me prêtiez un talent, c'est votre responsabilité. Bon. C'est ce qui ressort de... vous savez, il y a 3 ans, on m'aurait pas vu redevenir maire de Villeneuve-d'Ascq. Mais on ne savait pas la veille du vote ce que vous alliez faire. Sûr. Vous avez fait monter les enchères pour rénover... Je n'ai pas fait monter les enchères, dans la mesure où la rénovation de la ville nouvelle figure noir sur blanc dans le projet pour la métropole de Martine Aubry. Je le sais, c'est moi qui ai écrit le paragraphe. Ça devient une priorité. Ça devient une raison supplémentaire de faire ce sur quoi la majorité communautaire s'est engagée au mois d'avril. Car non seulement la métropole a besoin d'une ville nouvelle renouvelée, mais si en plus elle y met un stade qu'elle veut prestigieux, il faut qu'il n'y ait pas de désaccord entre le prestige du stade et un quartier de l'Hôtel de Ville ou du Pont-de-Bois ou du Triolo, qui sont des quartiers éminemment sociaux. Alors c'est vrai que c'est un élément qui réaffirme la volonté et l'engagement communautaire pour Villeneuve-d'Ascq dans la rénovation de la ville nouvelle, mais ça n'était pas une condition à l'acceptation. La preuve, c'est que je n'ai pas accepté. Le suspense que vous avez fait régner autour de votre vote, de votre positionnement, il vous a aidé à négocier par ailleurs. Sinon, non, pas du tout. Je pense pas. C'est pas un rapport de force. Ah, non, mais le rapport de force, il existe, mais il n'existe pas au niveau de l'écrit. Il existe au niveau, je dirais, de savoir comment le maire de Villeneuve-d'Ascq d'hier, qui avait tout accepté, et d'aujourd'hui, qui marque sa différence, comment a-t-on le plus de chances de faire avancer un certain nombre de ces dossiers ou de ces convictions en étant ferme sur ses positions ou en étant complaisant? Je n'ai jamais été un homme politique complaisant. Je ne suis pas non plus bloqué. Je suis prêt à discuter. J'ai discuté jusqu'au 25. Je vais continuer à discuter parce que entre ce qui a été décidé sur l'insertion en particulier et ce qui se fera, il y a encore de vraies marges de manœuvre, de vraies incertitudes et de vraies inquiétudes. Et je continuerai à travailler comme je l'ai fait, mais loyalement avec Martine Aubry, la présidente, dans l'exécutif duquel je suis. Je reste dans l'exécutif. Je lui ai proposé de lui rendre ma délégation. Elle a refusé. Elle a accepté de continuer à travailler avec moi, en particulier
sur le gros dossier du logement et de l'habitat, en connaissant et en reconnaissant mon droit à la différence. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ce dossier dont on n'a pas fini de parler, à mon avis. On va passer tout de suite à la météo. Mais il n'y a pas un nuage chez vous? Ce mercredi 1er octobre, jour de la Sainte-Thérèse, côté météo, on n'est pas chanceux. Au programme, des réjouissances, de la pluie, peu de soleil, des températures moyennes, 13 degrés le matin, 14 d'après-midi. Jeudi, vendredi, samedi, même temps, même punition. Et oui, en ce moment, un vent de nouveautés souffle chez Citroën. Chanson dans le C'est à voir dans un instant avec Fen, un chanteur belge et francophone. Fen, bonjour. Voilà, vous êtes venu avec votre guitare, vous allez nous jouer un petit morceau dans un moment. Je vous présente, vous avez grandi en Belgique, c'est là que vous êtes formé à la musique et au chant, et notamment à l'opéra. C'est ça qui vous a convaincu ou fait développer vos talents musicaux? Convaincu, non, parce que je crois que ça a toujours été un peu en moi, le chant, enfin la musique, c'est depuis très tôt, en tout cas, ce que je me souviens. Mais non, l'opéra est venu après, j'ai aussi une autre passion qui est la musique classique. Je suis un grand fan de Mozart, et entre autres, mais aussi de l'opéra, Puccini, etc. Et j'ai eu un prof de chant qui m'a vraiment donné goût, et aussi surtout donné la chance de pouvoir interpréter des rôles d'opérette au début, et puis des petits opéras, parce que bon, c'est tout un métier. Et c'est ça qui m'a vraiment donné vraiment goût à l'art du chant. Alors vous avez fondé un groupe qui s'appelle Aria, et c'est un groupe qui mélange différentes tendances, qui s'appuie un peu là-dessus ou... Oui et non, dans le sens... Le nom pourrait l'indiquer. Oui, c'est vrai, mais aria veut dire en latin un air chanté, mais justement on y a rajouté un S parce qu'à l'époque on faisait beaucoup d'a cappella, et c'est un peu historique parce qu'à l'époque on n'avait pas vraiment les moyens d'avoir beaucoup d'instruments, et on chantait a cappella. Et à l'époque, c'est à quelle époque alors? Oh, ça doit être dans les années 96, 97, quelque chose comme ça. C'est à ce moment-là que tout a commencé avec le groupe Arias, et puis justement il y a 1 an et demi, j'ai décidé de faire ma carrière solo. Mais bon... Mais le groupe existe encore. Le groupe existe encore. Ils me suivent d'ailleurs pour le live. Alors vous avez enregistré un premier CD, voilà, de 6 titres, et puis aussi un clip dont je vous propose tout de suite un extrait. On reparle, et je crois que la chanson s'appelle Pardonner, c'est ça? Tout à fait. Voilà, on regarde. Où sont passés les hommes qui vivent de leur passion? Où sont passés les rêveurs et tous ces intentions? On nous parle de la perfection d'un monde, alors qu'à chaque seconde la vie disparaît sous les décombres. Oublie toutes ces barrières, laisse entrer la lumière, tout oublier et un jour tout pardonner. Alors, pardonner à qui? C'est quoi la thématique de cet album? Vous savez, quand on écrit une chanson, c'est souvent des sons au départ. Bon, déjà des notes de musique, bien sûr, mais après, le verbe, enfin le mot, mais le verbe pardonner, je trouvais ça très intéressant pour développer. Et tout est parti justement de cette mélodie, et puis justement j'y ai placé ce verbe, et forcément il y a des millions de choses à dire, parce que finalement pardonner c'est le premier stade avant une réconciliation. Je vous avoue que j'ai pensé à pas mal de choses, à pas mal de conflits aussi dans le monde, parce que la plupart du temps, les gens ont du mal à pardonner, à s'avouer, soit de s'avouer vaincu ou même pas. Quand il n'y a pas de vaincu, pas de vainqueur, on a quand même du mal avec cette notion, cet orgueil de ne pas vouloir pardonner. Alors j'ai voulu vraiment créer toute une thématique par rapport à ça.
Alors, vous pouvez, on l'a entendu à l'instant, vous croisez différentes influences de musique. C'est world music, comment... Je sais que les musiciens ont horreur qu'on les mette dans des cases et les journalistes adorent mettre les gens dans des cases. Vous vous situez comment? La world music, pour moi, c'est plus ethnique, donc j'ai pas vraiment... Mais je vais chercher... Français et belge, c'est déjà... Voilà, c'est vraiment de la world. Mais non, je vais chercher ce qui est bien, en tout cas pour moi, dans certaines cultures, certaines choses, certaines manières de jouer. Il faut savoir que moi, je suis de l'école, on va dire plus... quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup de soul music, musique black, comme on dit. J'ai grandi dans cet univers-là, mais j'écoutais aussi beaucoup d'oriental, parce que je suis d'origine algérienne. Mes parents sont venus pour travailler dans les mines du Borinage près de Mons. Et voilà, donc c'est ça qui a fait vraiment ce mélange. Et j'ai aussi découvert la chanson après, la chanson française. Et finalement, bon... on se dit pas un matin je vais faire de la world ou je vais essayer de mixer ou je vais essayer de mettre de la musique orientale avec de la chanson. Non, c'est quelque chose qui me vient et voilà. Ben allez-y, alors on vous écoute, vous allez nous faire un petit morceau. Ouais, tout à fait. J'avais pensé éventuellement à vous chanter un morceau en plus qui me tient à cœur et qui normalement sera le morceau phare du prochain album. Donc il existe encore nulle part. Sur l'album, sur le premier album, donc il fera partie du second. Je vous écoute. Allez-y. Alors c'est un morceau qui s'appelle Raconte. Et je vais vous... voilà. D'une contrée, là où le futur n'a pas d'avenir, là où le temps est figé. Y'a le mektoub, y'a le mektoub. Jeune, tu es déjà femme, et si t'attends celui qui t'accompagne, y'a le mektoub. Y'a le mektoub. Pieds nus, elle court dans la poussière, sans même se soucier du temps. Oh, perdue dans toute cette terre, elle qui n'était qu'une enfant. Oh, raconte-moi ton histoire, raconte-moi ta mémoire. Raconte-moi ton histoire, raconte-moi ta mémoire. Merci. Alors on va rappeler où on peut vous entendre. Vous êtes à la ferme des Hirondelles à Frotin le samedi 4 octobre à 20h, Fen. Et puis votre prochain album, il va sortir quand? Alors j'espère en février, enfin on va dire janvier, février. Voilà, et voilà déjà le premier qui est distribué. Donc pardonnez. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vais enchaîner assez rapidement. On va parler d'amour au Théâtre du Nord avec une reprise de la pièce de Goldoni, les difficultés de se dire je t'aime dans un couple de la Venise décadente. Comment ça va en cuisine? Et avec les petits foies grillés? Oui. Non, ça a déjeuné. Ça s'en plaît. Il faut penser à trouver l'argent. Oui. 12. J'en ai mis 6 en gage, il en reste 3, 4, 5. Oui, tiens. Il ne fait pas attendre 2 heures. Non, tiens. Mordi, Voilà, une avant-première pour terminer. Le crime est notre affaire, un film de Pascal Thomas, entre humour noir et suspense, ambiance Agatha Christie. Un couple de détectives excentriques part à la recherche d'un cadavre dans un château anglais. Il n'est pas au bout de ses surprises. De voir un mort entrer en titubant. Moi, j'aime pas les morts qui titubent. Parce que tu deviens popote. Prudence, j'ai été témoin d'un crime. Un crime? Aucune trace de cadavre. Voilà, aucune trace de cadavre. La suite en gagnant des places pour cette avant-première. Un téléphone 03 20 63 41 98. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, on parle de culture en s'amusant. On visite les ateliers d'artistes. Merci à tous. Merci beaucoup d'être venus nous voir. Merci à vous.